Simone Jacob naît à Nice en 1927. Petite dernière d'une famille nombreuse et aimante, elle est proche de son frère et de ses deux sœurs. Ses parents sont juifs non pratiquants, ce sont même de fervents défenseurs de la laïcité. Ils sont convaincus que la religion est une affaire personnelle qui n'a rien à voir avec l'État. Malgré quelques problèmes d'argent, la famille profite du doux climat du sud de la France. Quand Simone sort de l'école, elle peut se promener dans la campagne ou au bord de la mer. Elle se souviendra toute sa vie avec nostalgie de cette période de bonheur. Simone n'aime pas l'école. Pourtant, sa maman la pousse à étudier, lui répétant que, lorsqu'elle sera grande, un bon métier lui permettra d'être indépendante. Mais en 1939, la guerre éclate. Pendant l'occupation, le sud de la France est encore relativement sûr, mais tout change en 1943 avec l'avancée des troupes allemandes. Pour les Juifs, qui sont la première cible des nazis, la situation est devenue très dangereuse. Tous les jours, ils sont arrêtés et parqués dans des trains pour une destination inconnue. Simone doit se cacher. Elle ne va plus au lycée, mais étudie à domicile et parvient même à passer son bac. Le lendemain de son examen, Simone est arrêtée dans la rue. Sa fausse carte d'identité ne convainc personne et elle est déportée avec sa mère et l'une de ses sœurs à Auschwitz-Birkenau, un camp d'extermination. On lui tatoue sur le bras le numéro 78 651, puis elle doit travailler très dur et dans des conditions épouvantables. Les prisonniers du camp sont décimés par la maladie, la fatigue et la malnutrition, quand ils ne sont pas envoyés directement à la mort dans les chambres à gaz. À bout de force, leur maman ne survit pas, mais les deux sœurs parviennent à tenir le coup jusqu'à la libération. Simone revient de l'enfer. Comment retrouver une vie normale après ce traumatisme ? Elle se remet doucement, mais sûrement, s'occupe de sa sœur malade, entame des études de sciences politiques. À l'université, elle rencontre Antoine Veil et ils se marient quelques mois plus tard. Ils auront bientôt 1, 2, puis 3 fils, ce qui n'empêche pas Simone de poursuivre ses études. Même si elle est une maman attentionnée, elle est bien décidée à travailler et ne pas se contenter d'être mère au foyer. Ce choix est encore rare à l'époque, et elle doit se battre bec et ongles pour que son mari accepte. Simone passe le concours de la magistrature en 1956. Elle est affectée à la direction de l'administration pénitentiaire et fait une grande inspection des prisons de France. Ce qu'elle y découvre l'horrifie. Dès lors, elle va se battre pour que les conditions de vie des détenus soient améliorées, en particulier celles des femmes, mais aussi des prisonniers de la guerre d'Algérie, souvent maltraités. Elle est convaincue que la prison doit non seulement respecter la dignité des détenus, mais aussi leur donner les moyens de prendre un nouveau départ à leur sortie. C'est son premier combat politique, et pas le dernier. Dans les années 1970, des lois sont proposées pour accorder plus de liberté aux femmes. Pourtant, malgré leurs protestations, l'avortement n'est pas légal. Lorsqu'une femme est enceinte, il lui est interdit de mettre volontairement un terme à sa grossesse. Les médecins qui acceptent de pratiquer cette intervention sont punis. Celles qui sont dans l'incapacité d'accueillir un enfant n'ont d'autre choix que d'avorter en cachette. Les plus riches se font opérer à l'étranger, les plus pauvres le font elles-mêmes dans des conditions très dangereuses. Simone comprend que la loi n'empêche personne d'avorter. Elle a seulement pour conséquence une prise de risque inutile. En 1974, elle devient ministre de la Santé et propose une loi pour légaliser l'avortement. Les femmes doivent pouvoir choisir de renoncer à avoir un enfant si elles sont dans une situation de détresse. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, explique-t-elle dans un discours historique. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Cette proposition soulève la colère des conservateurs, mais lui apporte aussi le soutien du mouvement féministe et une grande popularité. Enfin, en 1975, la loi qui porte son nom est promulguée. C'est une avancée immense pour l'émancipation des femmes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de créer une institution européenne voit le jour. Simone croit dur comme fer qu'une union des nations est la solution pour ne pas retomber dans les conflits et les guerres.
Malgré son passé, elle s'est battue pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne et pour la construction européenne. En 1979, Simone devient la première femme présidente du Parlement européen. Des années plus tard, elle affirmera « Cette aventure européenne fut et demeure le grand défi de la génération à laquelle j'appartiens ». En 2007, Simone a 80 ans. Fière de son parcours et consciente de l'exemple qu'elle peut incarner pour ses successeurs, elle décide d'écrire son autobiographie. Dès sa parution, l'ouvrage devient un best-seller. L'année suivante, elle est élue à l'Académie française, la célèbre institution chargée de veiller sur la langue française. Elle occupe le fauteuil 13, où se sont assis avant elle des écrivains célèbres, comme Jean Racine. On lui remet l'épée, un signe des académiciens sur laquelle sont gravés son ancien matricule de déporté, ainsi que les devises françaises et européennes. Tout un symbole. L'infatigable Simone se décide enfin à prendre sa retraite, mais elle meurt peu après, en 2017. Elle avait 89 ans. L'année suivante, à la demande du peuple et de personnalités politiques, elle fait son entrée au Panthéon aux côtés des grands hommes et des grandes femmes de l'histoire. Surtout des grands hommes, puisqu'elle n'est que la 5e femme à qui l'on accorde l'honneur d'y reposer. Survivante des camps nazis, défenseuse des droits des femmes, militante de la construction européenne, femme de lettres et femme politique, Simone Veil a consacré sa vie entière à se battre pour ce qu'elle croyait juste.